Alors c'est vrai que l'avenir de l'univers à très long terme, ça n'a pas beaucoup d'incidence sur notre vie quotidienne, mais pour moi, l'objet essentiel des sciences de l'univers, euh, c'est euh, c'est euh, c'est la curiosité en fait. C'est une question fondamentale de culture, hein, savoir où on est, où on va, pas à titre individuel bien entendu, mais à l'échelle globale. Donc connaître le destin final, le sort final de la Terre, du Soleil, des étoiles et de l'univers lui-même me semble une question non seulement scientifique, mais aussi donc finalement philosophique, une question de connaissance. Voilà, pour moi, l'importance de la recherche, c'est la connaissance, qu'elle soit pure enfin, la connaissance pure. Le fait après que ce soit appliqué ou pas, c'est secondaire. Einstein en 1900 et quelques, Planck en 1900, quand ils amorcent la découverte de la théorie de la physique quantique, ils n'ont aucune idée des applications. Et par exemple, la caméra que vous utilisez aujourd'hui, c'est une conséquence directe de la physique quantique des travaux d'il y a 117 ans. De tout temps, l'être humain s'est intéressé à son environnement et l'espace l'a longuement intrigué. Au tout début, les hommes pensaient que la Terre était au centre de l'univers et que celui-ci était restreint donc à la Terre au centre, au Soleil et à quelques autres planètes comme Mars par exemple. Et puis, les siècles sont passés et ils se sont rendus compte que la Terre, comme on le sait tous aujourd'hui, tourne autour du Soleil. Quelques temps plus tard, ils se sont rendus compte également que ce qu'ils concevaient comme l'univers n'était au final qu'un système parmi tant d'autres dans ce qu'on appelle une galaxie. Aujourd'hui, on sait qu'il existe une énorme quantité de galaxies, une énorme quantité d'autres structures, toutes contenues au sein de l'univers. Dans cette vidéo, nous allons traiter de l'avenir de l'univers et des différents scénarios qu'il pourrait subir. L'histoire de la cosmologie moderne commence quand Einstein écrit ses formules de la relativité générale en 1915. De cette théorie va découler grand nombre de nouvelles idées. Par exemple, Einstein donne une nouvelle vision de la gravité qui ne serait qu'un effet de la courbure de l'espace-temps. En bref, un objet quel qu'il soit courbe l'espace-temps, créant ainsi attraction dans l'univers. Conscient de cet effet, Einstein imagine donc que l'univers est instable. Il n'est pas d'accord avec ses propres formules pour des raisons philosophiques, car pour lui, l'univers n'a jamais eu de début et n'aura jamais de fin. Il souhaite un univers statique, homogène et isotrope, c'est-à-dire qu'il soit le même, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde. Alors, il va ajouter à ces formules, sans que ça n'impacte le résultat, une force répulsive qu'il appelle constante cosmologique. Ça crée ainsi un équilibre entre phénomènes répulsifs et attractifs au sein de l'univers. Mais pour que cette hypothèse fonctionne, il faut que l'univers ait une courbure spatiale positive, c'est-à-dire un espace sphérique où l'univers n'a pas de bordure, mais est fini. Un peu comme une balle par exemple. En effet, la courbure spatiale de l'univers est un paramètre important dans l'interprétation des différents scénarios pour l'avenir de l'univers. Il existe deux autres valeurs pour le paramètre de la courbure spatiale de l'univers que l'on représente par le symbole K. La première étant K égale 0, un espace plane que l'on pourrait représenter par le lac, car localement il est courbé, mais si on le regarde dans sa globalité, ne l'est pas. La dernière étant K inférieur à 0, qui est un espace hyperbolique que l'on pourrait représenter par une selle de cheval. Einstein est donc persuadé que l'univers est statique, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. En effet, Alexander Friedman découvre que le rayon de la courbure de l'espace-temps varie au cours du temps, qu'il y ait constante cosmologique ou non. Cette découverte va amener Georges Lemaître à songer au passé de notre univers. Il imagine donc une théorie concernant une phase très dense et très chaude qu'aurait subi notre univers et qu'il appelle l'atome primitif. Cette théorie établit les bases de notre théorie bien connue aujourd'hui, je parle bien évidemment du Big Bang. Le Big Bang, enfin ce qu'on appelle le modèle standard du Big Bang, en fait c'est un véritable récit, c'est toute une histoire qui commence, alors non pas à la singularité stricte, mais qui commence quelques fractions de secondes après, à une époque où on commence à avoir une physique correcte pour décrire ces phénomènes de très très haute énergie et très haute densité, etc., jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire toute l'évolution cosmique, c'est ça le modèle du Big Bang. L'évolution cosmique, finalement, c'est la genèse des éléments qui constituent l'univers. D'abord la genèse des premières particules élémentaires, puis la formation des atomes, et plus tard la formation des étoiles, des galaxies, des planètes, etc., etc.
Alors, quand l'univers est après l'inflation, toutes sortes de particules possibles ont été générées, bien sûr aussi des photons. Et ils se sont thermalisés, donc ils avaient une distribution thermique. Et puis ils ont interagi fortement entre eux jusqu'au moment où les atomes sont devenus neutres. Donc quand la température était suffisamment basse, que les atomes d'hydrogène, donc un proton plus un électron, sont devenus stables, l'univers est devenu neutre et il n'avait pratiquement plus d'interaction avec les photons, très peu. Et donc ces photons se sont juste propagés librement et leur longueur d'onde s'est allongée avec l'expansion de l'univers, ce qui veut dire leur énergie a baissé, parce que l'énergie est proportionnelle à la fréquence, donc inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Et donc leur énergie et avec ça, leur température a baissé. Nous intéresser au passé de notre univers nous a permis de mieux comprendre son avenir. Mais ce n'est qu'à partir de l'année 1964, lors de la découverte accidentelle du CMB, en français fond diffus cosmique, que l'étude pour l'avenir de l'univers se concrétise. Deux théories vont alors se populariser. La première théorie est connue sous le nom du Big Crunch. Ce scénario prétend que l'univers est fermé, rappelez-vous, K supérieur à 0, car la densité de matière gravitante au sein de l'univers est supérieure à la densité critique, valeur qui est le point de bascule entre un univers qui s'effondre sur lui-même ou un univers qui sera pour toujours en expansion. Cela peut être mieux compris avec l'analogie suivante. On lance une balle vers le haut avec une vitesse donnée depuis la surface d'une planète. Si la masse de la planète dépasse une valeur critique, la balle retombera, sinon pas. Autre point important, le temps qu'il faut pour que notre univers arrête son expansion dépend uniquement de la valeur de sa densité de matière gravitante. Je vais prendre pour exemple une densité de matière qui vaut 2 fois la valeur de densité critique. Par conséquent, l'expansion durerait 60 milliards d'années et le cycle expansion-contraction 120 milliards d'années. Reprenons maintenant étape par étape les phases clés du modèle du Big Crunch avec les valeurs choisies précédemment. Au temps zéro, l'univers commence son expansion. Il s'agit là du Big Bang. À 14 milliards d'années, c'est-à-dire aujourd'hui, la température moyenne de l'univers est de -2 170 degrés Celsius, ce qui équivaut à environ 3 Kelvin. Le Kelvin étant une autre unité de mesure pour la température. Dans la suite de cette vidéo, je vais utiliser les Kelvin pour décrire la température. Mais retenez juste que 1 Kelvin est égal à -272,15 degrés Celsius et qu'une variation de 1 Kelvin est égale à une variation de 1 degré Celsius. Il se passera donc une multitude de choses entre aujourd'hui et le moment où l'univers va commencer à se contracter. Par exemple, notre Soleil deviendra bien plus grand et bien plus rayonnant qu'actuellement. Notre galaxie rencontrera la galaxie d'Andromède, etc., etc. À 60 milliards d'années, les distances nous séparant des galaxies lointaines seront 4 fois plus grandes qu'actuellement. La température moyenne de l'univers sera tombée à 1 Kelvin et les étoiles comme notre Soleil se seront transformées en naines blanches et les étoiles avec une masse plus importante deviennent des étoiles à neutrons, voire même des trous noirs. L'expansion cesse donc et notre univers rentre dans une phase de contraction. Durant cette deuxième partie, notre univers va subir les mêmes phases que durant son expansion, mais de manière inverse et avec une différence. Les étoiles mortes ne se rallument pas et les trous noirs sont de plus en plus présents. 14 milliards d'années avant la fin, l'univers a la même taille et température qu'aujourd'hui. Cependant, le paysage de l'espace est très différent, car toutes les étoiles sont mortes. 1 milliard d'années avant la fin, la température moyenne vaut 300 Kelvin et les amas de galaxies, constitués d'étoiles mortes et de trous noirs géants, se réunissent pour former un amas unique. 100 millions d'années avant la fin, l'univers est devenu 1000 fois plus petit qu'aujourd'hui. 500 millions avant la fin, la température moyenne s'élève à 3000 Kelvin. Les atomes perdent tous leurs électrons. Et ainsi, la lumière est piégée par les électrons libérés. L'univers devient donc opaque et on a là le même cas de figure que pour le CMB, le fond diffus cosmique en français. Un mois avant la fin, la température atteint 1 million de Kelvin. Ainsi, tous les corps célestes se vaporisent, les trous noirs fusionnent entre eux en émettant des ondes gravitationnelles colossales. 10 secondes avant la fin, la température moyenne est de 10 milliards de Kelvin. À cette température, la matière qui a survécu est composée de neutrinos, de protons et de neutrons. 1 milliardième de seconde avant la fin, notre univers a un diamètre de 10 années-lumière.
les protons et les neutrons disparaissent et libèrent leurs quarks. Les forces fondamentales commencent à fusionner. 10 puissance moins 43 secondes avant la fin, on imagine, car cela ne peut pas être prédit avec les théories actuelles, que la gravité se combine aux autres forces fondamentales. On suppose également que l'espace-temps se décompose en une mousse quantique. Pour ce qui arrive ensuite, la physique actuelle est incapable d'en dire plus. Mais si l'on applique les lois de la relativité, notre univers devrait disparaître en un point infiniment petit et de densité infinie. Passons maintenant à la deuxième hypothèse, connue sous le nom du Big Freeze. La deuxième hypothèse suppose cette fois que la densité de matière gravitante est inférieure à la densité critique, et donc que l'expansion de l'univers se poursuit à tout jamais sans se ralentir. L'avenir de l'univers dans ce scénario dépend d'hypothèses sur la stabilité du proton. Dans le modèle standard de la physique des particules, le proton est stable et donc éternel. Mais d'autres théories imaginent que le proton n'est pas stable et qu'il pourrait se désintégrer en diverses particules. Des expériences ont été menées au Japon, montrant ainsi qu'il faudrait plus de 10 puissance 35 années pour qu'une quantité donnée de protons diminue de moitié. Cela contredit donc fortement les théories sur l'instabilité du proton. Mais même si nous imaginons que le temps de vie du proton soit fini, celui-ci resterait gigantesque. Intéressons-nous maintenant au scénario qui suppose que le proton est éternel. Du temps zéro jusqu'à 20 milliards d'années, notre univers suivra le même chemin que pour le scénario du Big Crunch. En somme, c'est la période des étoiles et des galaxies. Cependant, le taux de formation des étoiles diminue avec le temps. À 10 puissance 12 années, toutes les étoiles de l'univers ont fini par s'éteindre. L'univers devient donc un gigantesque océan comprenant grand nombre de galaxies, d'étoiles éteintes, de planètes et d'astéroïdes. À 10 puissance 18 années, presque toutes les galaxies se sont évaporées. Elles ne contiennent plus que quelques étoiles et au centre on retrouve un grand trou noir. Vers 10 puissance 20 années, l'entièreté des galaxies ont disparu. L'univers ne contient alors plus que des étoiles mortes, des corps rocheux et de la poussière. Au bout de 10 puissance 27 années, plusieurs trous noirs galactiques d'une masse égale à 10 puissance 11 masses solaires se forment. À 10 puissance 31 années, c'est au tour des amas restants des galaxies de se rassembler pour former cette fois des trous noirs supergalactiques de masse égale à 10 puissance 15 masses solaires. Arrivé à 10 puissance 105 années, qui est un nombre d'années gigantesque, tous les trous noirs, même les plus grands, se sont évaporés. L'univers ne contient alors plus que des étoiles à neutrons, des naines noires et des corps rocheux, comme par exemple des planètes. La température moyenne du cosmos est tombée à 10 puissance moins 60 Kelvin. À 10 puissance 1500 années, selon l'effet tunnel de la mécanique quantique, le fer, qui est l'élément le plus stable et qui ne peut se créer qu'à très haute température, permet aux atomes de se transformer en fer, et cela même à basse température. Par conséquent, tous les astres, hormis les étoiles à neutrons, se transforment petit à petit en boules de fer. Nous voilà arrivés à ce qu'on appelle l'âge des neutrons, car les neutrons est davantage stable au fer. Alors, l'effet tunnel rentre encore en jeu, et avec le temps, tous les protons des atomes en fer se transforment en neutrons. Ces boules de neutrons se condensent et donnent naissance à de petits trous noirs. Pour finir, toutes les étoiles à neutrons deviennent des trous noirs avant que ceux-ci ne disparaissent, laissant ainsi un univers rempli de photons de plus en plus froids. Les deux scénarios arrivent au même stade final, mais lorsque le proton n'est pas éternel, quelques phases divergent du scénario le proton est éternel. L'échelle de temps pour arriver à cette soupe de photons froids est par conséquent modifiée et devient ainsi bien plus courte lorsque le temps de vie du proton est fini. Vous l'avez sûrement compris, le dessin de l'univers ne dépend pas que de sa courbure, mais également de sa densité totale de matière et d'énergie. Les astrophysiciens tentent donc de faire l'inventaire de cette composition. Ils arrivent donc à ce résultat. En effet, la matière dite baryonique, qui n'est autre que la matière ordinaire, celle qui constitue tous les atomes, ne représente qu'un poil plus de 14% de la composition de l'univers. La majorité de cette composition est donc une forme appelée matière sombre. Encore aujourd'hui, nous ne savons pas d'où provient et de quoi est faite cette forme de matière, car on ne peut voir que ses conséquences. Mais on sait qu'elle courbe l'espace-temps de la même façon que la matière dite classique. Jusqu'en 1928, la grande majorité des scientifiques privilégie le scénario du Big Freeze.
Mais soudainement, grâce à de nouvelles techniques d'observation, le monde scientifique est bouleversé par la découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers. Accélération qui doit être due à une force répulsive. Cela ne vous évoque rien? Et oui, Einstein a eu raison quand il a ajouté la constante cosmologique, qui, je vous le rappelle, agit comme une antigravité. Aujourd'hui, cette constante cosmologique est connue sous le nom d'énergie sombre. Reprenons l'histoire de l'énergie sombre depuis le début. Einstein ajoute en 1917 la constante cosmologique dans ses équations car il souhaite un univers statique. En 1922, Alexander Friedman se rend compte que l'univers est en expansion, que ce soit avec ou sans constante cosmologique. Schleiermacher n'est pas d'accord, il pense que la constante cosmologique joue un rôle important dans la cosmologie relativiste. Mais il ne réussira jamais à convaincre la communauté scientifique de son importance. Quelques années plus tard, Paul Dirac et Richard Feynman font l'hypothèse que le vide est en vérité rempli de particules virtuelles, se manifestant de manières éphémères. Ils font donc l'hypothèse que le vide est rempli d'énergie. Deux scientifiques proposent alors que ce soit l'énergie du vide qui ait provoqué l'inflation dans le passé de notre univers. Cette idée est plus ou moins bien acceptée par les autres physiciens, mais pourtant la constante cosmologique continue d'être ignorée. Ça ne sera qu'en 1998 que l'on fait la découverte contre toute attente de l'accélération de l'expansion de notre univers. À ce moment, la constante cosmologique est remise au goût du jour et par des analyses du fond diffus cosmologique, on arrive à une composition de l'univers faite de 27% de matière sombre, environ 5% de matière baryonique et le reste, soit 68% d'énergie sombre. Pour faire bref, l'énergie sombre, qu'il ne faut pas confondre avec la matière sombre, est une forme hypothétique d'énergie répulsive. L'explication qu'on a actuellement consiste à évoquer l'énergie du vide représentée par la constante cosmologique, ce qui implique que la densité d'énergie sombre a une valeur constante et uniforme. Mais cette idée ne satisfait pas pleinement les astronomes. Il existe donc d'autres idées qui par conséquent donnent une autre valeur à l'énergie sombre et qui, selon cette valeur, va changer l'avenir de l'univers. Si l'énergie sombre est constante, donc égale à l'énergie du vide, l'expansion observée va s'accélérer jusqu'à devenir exponentielle. La vitesse d'expansion de l'univers sera supérieure à celle de la vitesse de la lumière. Dans environ 100 milliards d'années, toutes les autres galaxies, hormis la Voie lactée, seront trop éloignées pour être observables. En effet, la Voie lactée et notre système solaire ressemblera fortement à ce qu'on connaît aujourd'hui, alors que le reste de l'univers semblera s'éloigner de nous. C'est une sorte de Big Freeze avec une échelle de temps différente. Si l'énergie sombre augmente au fur du temps, l'espace se dilatera avec une accélération infinie sur un temps fini. Par conséquent, toute la matière de l'univers sera déchirée par l'expansion de l'espace. Ce scénario est plus connu sous le nom du Big Rip. À la fin de ce scénario, quand toute la matière, y compris les atomes et les noyaux, se sont détruits, l'univers sera vide et sans aucune structure. Si l'énergie sombre diminue au fur du temps, dans ce cas, la matière gravitante redevient l'élément dominant et on tombe sur le scénario du Big Crunch. Le Big Crunch, le Big Freeze et le Big Rip sont les trois scénarios les plus crédibles selon les scientifiques. Les choses à retenir pour le Big Crunch. La première phase est une phase d'expansion, puis survient une phase de contraction, jusqu'à que l'univers tout entier disparaisse en un point infiniment petit et de densité infinie. Mais pour que ce scénario se réalise, il faut que la densité de matière gravitante soit supérieure à la densité critique. Les choses à retenir pour le Big Freeze. Ce scénario propose que notre univers continue son expansion à l'infini. Notre univers subirait différentes phases pour que finalement, il ne soit plus qu'un gigantesque océan ne contenant que des photons froids. Les choses à retenir pour le Big Rip. Ce scénario n'est valable que si l'énergie sombre augmente à mesure que le temps passe. Si c'est le cas, alors l'espace se dilatera avec une accélération infinie sur un temps fini, ce qui causera la déchirure de toute la matière dans notre univers. Par conséquent, l'univers sera dépourvu de matière, de structure. En d'autres termes, il sera tout simplement vide. Nous avons interrogé divers astrophysiciens sur ces trois scénarios et selon eux, le scénario le plus crédible est le Big Freeze. Je mets 3 sur le Big Freeze. Alors moi je mettrais tout sur un Big Freeze. Mais ces scénarios ne sont pas les seuls, il existe bien d'autres idées sur le sujet. Et surtout qu'actuellement la gravité comme on l'entend ne convainc pas pleinement les scientifiques car on ne sait pas comment elle se comporte à très petite échelle. Il reste donc tant de choses à observer, à comprendre et à apprendre. L'univers est une source infinie de connaissances. Il suffit juste de s'y intéresser.